Isabelle Jobbasi, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes directrice des études économiques du Crédit Agricole. On va faire un petit point sur la conjoncture en France. Premier chiffre en termes de croissance, la France a sous-performé au premier trimestre par rapport à la zone euro, moins 0,26 par rapport à 0,5 en zone euro. D'ailleurs, c'est une tendance que l'on retrouve depuis 2014. Alors, première question, comment est-ce que vous interprétez cette sous-performance? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, c'est vrai qu'elle devient un peu chronique, Absolument. cette sous-performance. En même temps, il faut probablement un peu la relativiser, c'est-à-dire qu'il faut remonter dans le temps et bien voir que la France a mieux résisté dans la crise. On a connu une récession moins longue, moins sévère que dans d'autres pays, notamment parce que les filets de protection sociale ont en fait joué un amortisseur de cycle. Et puis, il faut également se souvenir que eh bien, les marchés ont été relativement, à l'époque, bienveillants avec l'État français, puisque l'État a continué à accéder aux marchés financiers à des taux qui étaient abordables, ce qui a permis, en l'occurrence, de lisser, d'ajuster dans la durée les finances publiques, là où d'autres pays qui ont été pris dans la tourmente de la crise des dettes souveraines eh bien, ont vu la croissance plier sous le poids de l'austérité. On sait que les ajustements ont été sans doute prématurés et mal dosés ou surdimensionnés. Donc on comprend bien que finalement, eh bien, l'effet d'élastique que l'on a dans cette phase de reprise, eh bien, il joue moins dans le cas de la France. Donc ça, c'est le premier élément. En même temps, il faut bien dire aussi que ces pays qui ont été pris dans le piège de la dette et qui se sont réformés, eh bien, aujourd'hui récoltent le fruit de leurs efforts. Là où la France a pris un peu de retard, on n'a pas forcément une trajectoire très ambitieuse de réforme et on en paye un petit peu le prix. Est-ce que néanmoins, il y a des raisons qui nous permettraient d'envisager un changement de braquet de cette croissance à court, moyen terme? Alors déjà, si on regarde simplement les indicateurs de conjoncture, notamment au niveau des enquêtes, on peut avoir un certain optimisme. Toutes les enquêtes sont très bien orientées. Le climat des affaires, que ce soit dans l'industrie ou dans les services, a retrouvé en fait un niveau supérieur à la moyenne de long terme. C'est pareil en ce qui concerne la confiance des ménages, qui s'est fortement redressée et qui revient à des niveaux d'avant-crise. Et ça, c'est de bon augure pour la croissance à venir. Je regardais les prévisions, que ce soit de l'INSEE ou de la Banque de France. On prévoit une légère accélération de la croissance au deuxième trimestre. Après, plus fondamentalement, si on veut vraiment pérenniser cette reprise, la rendre plus autonome, il faut que le cycle d'investissement se poursuive. Alors c'est ce qu'on a dans nos prévisions. On prévoit que l'investissement progresse d'à peu près 3,7% en moyenne encore cette année, à peu près comme l'année dernière. Mais je dirais que la question, c'est moins la quantité d'investissement que la qualité de ces investissements. Il ne s'agit plus simplement en fait aujourd'hui de renouveler en l'état les capacités de production. Il faut moderniser nos processus productifs. Il faut innover, il faut incorporer du progrès technique, il faut gagner en productivité. Et puis aussi, c'est un moyen de s'extraire de la compétitivité, une compétitivité qui est aujourd'hui essentiellement centrée sur les coûts, en montant en gamme et en se différenciant plus largement sur la qualité des produits français. Je voudrais qu'on parle du déficit commercial qui s'aggrave. On a franchi 55 milliards d'euros en cumulé sur les 12 derniers mois. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'on peut dire que c'est le boulet qui empêche la France d'avoir une croissance plus franche? Alors là, il faut encore aussi relativiser le chiffre du premier trimestre. Effectivement, on a un recul des importations de moins 0,07% sur le trimestre, mais on avait fait plus 1,4% sur le trimestre précédent. Donc on voit bien qu'on a une forme de volatilité qui est liée en fait à les livraisons de gros contrats. Donc voilà, ça relativise un petit peu ce chiffre, mais à tout le moins, vous le soulignez, le fait qu'on a un déficit chronique de la balance commerciale témoigne d'un handicap structurel de compétitivité. Et là encore, je pense qu'il est vraiment illusoire de penser que si on se cantonne sur du moyen de gamme, eh bien, on va pouvoir baisser suffisamment les charges sur les salaires de manière à rester compétitif par rapport à d'autres pays qui ont eux-mêmes fait des efforts très importants de compétitivité. On pense notamment à l'Espagne, voilà, où on a une forte compression des coûts salariaux. Et donc, si on veut sortir par le haut, on est vraiment dans cette logique de montée en gamme, de qualité de nos produits et qualité intrinsèque du produit, d'incorporer, comme je disais, du progrès technique, mais aussi tout ce qui tourne autour, puisqu'on vend aujourd'hui des produits, mais aussi des services, et donc d'améliorer
d'améliorer la qualité des services qui tournent autour de ces produits, le marketing, le service après-vente, etc. Un mot sur la consommation. Pour finir, on note un recul du pouvoir d'achat par unité de consommation fin 2016. Alors, cette panne, est-ce qu'elle est liée à des facteurs ponctuels? On peut penser à des facteurs météorologiques, par exemple. Ou alors, est-ce plus grave, là encore, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, pareil, on va essayer de relativiser l'atonie qu'on a observée effectivement de la consommation sur le premier trimestre. Vous l'avez souligné, plutôt un phénomène temporaire, déjà un contre-coup par rapport à la fin de l'année dernière où on avait une croissance de la consommation très dynamique. Et puis par ailleurs, c'est essentiellement imputable au recul des dépenses en énergie qui ont baissé de l'ordre de 4%. Et ça, c'est lié effectivement à des conditions météo qui ont été plus clémentes qu'à l'accoutumée et donc qui ont permis de réduire notamment les dépenses en chauffage. Alors néanmoins, à quoi on peut s'attendre sur la suite de l'année? Ce que l'on pense, c'est qu'avec la remontée, alors elle est certes encore légère, de l'inflation, en lien avec le rebond du prix du pétrole, eh bien ça va venir quand même grignoter un peu le pouvoir d'achat des ménages. Donc on s'attend à ce que progressivement, au cours d'année, les dépenses de consommation se modèrent. On est sur une croissance de la consommation de 1,4% cette année contre 1,8% l'année prochaine. Et puis, il faut aussi prendre en compte, alors même si c'est très difficile, effectivement, d'en mesurer correctement les effets, eh bien, la longue période d'incertitude qui a prévalu avec ces échéances électorales. Et on peut imaginer que pour certains ménages, eh bien, ça les a poussés à une forme d'attentisme. Peut-être de se constituer un peu une épargne de précaution. Et donc, on peut imaginer qu'une fois cette hypothèque levée, eh bien, les ménages revoient leurs dépenses à la hausse sur notamment l'achat de biens durables et notamment en puisant au besoin dans leur épargne de précaution. On a un taux d'épargne qui est relativement élevé en France à 14,5% du revenu disponible brut. Donc, quelques motifs d'optimisme dans toute cette conjoncture. Merci beaucoup Isabelle Jobbasi pour ce tour d'horizon très complet. Merci. Merci.